du genre? Toutes les questions de la marchandisation de l'enseignement et de l'adéquation est-ce que l'enseignement doit aller vers plus de. Nous en direct. Ah, oups, moi je m'étais. Non, il n'y a pas de souci. Je vois juste le logo qui vient d'apparaître. Petite vérification, est-ce que Benjamin est toujours avec nous? Je suis toujours avec vous. Ok, ça va, nickel. Nickel, nickel. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce rendez-vous qui devient presque habituel pour nous. Donc, bienvenue à cette rencontre débat intitulée Apprentissage et dérives ou opportunités, plutôt, excusez-moi. Et avec nous ce soir pour en parler, Benjamin Vandenvel, Lola, est-ce que tu peux me rappeler ton nom de famille, Lola? Excuse-moi, je l'ai oublié. Lola Grignard. Lola Grignard et Bruno Derbet, que je vais laisser se présenter l'un l'autre à tour de rôle, commence qui veut. Je vais peut-être commencer par moi d'abord. Donc moi, c'est Arnaud, je travaille pour le PAC depuis maintenant 4 ans. Je suis animateur, donc j'ai fait 4 régionales. Donc on est un mouvement organisé en plusieurs régionales et donc j'en ai fait 4, à savoir Liège, Verviers, oui, et maintenant Bruxelles, ici à la Générale. Voilà pour moi. Donc, comment est-ce qu'il veut? Peut-être toi, Bruno, pour commencer? Oui, merci. J'avais l'intention de laisser d'abord la parole à la jeunesse. Je me sens à moitié jeune, mais pour le coup. Donc moi, je m'appelle Bruno Derbet. Je suis au départ éducateur et enseignant. J'ai travaillé pendant 11 ans dans une école à Schaerbeek, donc à Bruxelles. Et dans ce travail d'éducateur et d'enseignant, on faisait face à différentes difficultés qui étaient liées surtout au départ à la prolifération de petites incivilités dans l'école. Et on s'est mis ensemble à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait le mieux possible mettre en place des stratégies de prévention de la violence. À ce moment-là, on s'est rendu compte de quelque chose qui est finalement banal, c'est que la démocratie, les valeurs démocratiques sont des très bons outils pour lutter contre les violences ou pour promouvoir un monde meilleur. Et donc, on a mis en place un projet qui s'appelle le projet de l'école citoyenne, dont je parlerai plus tard dans la soirée à mon avis. Et je me suis retrouvé à coordonner ce projet-là, puis comme ça marchait très bien, à aider d'autres écoles à le lancer. Et là, maintenant, ça fait 4 ans que je travaille essentiellement comme accompagnateur d'école. Donc, comme personne, une ressource qui vient à la fois aider à la mise en place de projets, à la formation des acteurs, à la formation des élèves, à la collaboration entre acteurs, élèves, et surtout à amener toute une série d'outils qui permettent aux écoles d'engager les jeunes et pas seulement qu'ils soient bénéficiaires d'un enseignement pas toujours adéquat par rapport à ce dont ils ont besoin. Ok, merci beaucoup. Effectivement, comme tu l'as dit, je pense qu'on développera plus tard les actions et les outils que tu utilises avec ton association et le livre que tu as écrit. Peut-être laisser la parole maintenant à Lola pour présenter qui elle est et pour qui elle travaille, pourquoi elle est là aujourd'hui. Ok. Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Lola, j'ai 27 ans, je suis liégeoise et je travaille pour les jeunes FGTB à la FGTB Liège-Ouistreham depuis 2015. Voilà. Ma formation, j'ai fait Sciences Po à l'Université de Liège et puis j'ai commencé à travailler pour la FGTB. Voilà. Ok, je vais laisser alors poursuivre ton collègue Benjamin. Tu nous entends? Oui, je vous entends. J'ai perdu le son un moment. Voilà, donc bonsoir, donc Benjamin Vandevendel. Je suis donc détaché pédagogique auprès des jeunes FGTB au secrétariat général, donc pour l'organisation de jeunesse. Je suis de base professeur de français et d'histoire. J'ai enseigné pendant un peu plus de 16 ans à Serge-Creuse en discrimination positive et ensuite à Waterloo. Donc, j'ai fait des écoles un petit peu différentes. J'ai également été délégué CGSP enseignement pendant plusieurs années. Et donc, ici, maintenant, je me retrouve au bureau de la FGTB. On m'a, entre autres, attribué les questions d'enseignement, donc notamment une analyse assez critique du pacte pour un enseignement d'excellence, ce genre de choses. Voilà, en gros. Ok, merci beaucoup, Benjamin. Je pense qu'on en parlera de toute façon plus tard dans le débat. Et donc, voilà, moi, j'avais envie d'organiser un débat autour de cette question parce que dans mon parcours de vie et dans le parcours de vie de mes proches,
la majorité des personnes ont suivi ou ont été redirigées, comme l'école aime bien employer ce mot, vers des sections plus professionnelles et plus manuelles, car ils ne convenaient pas au moule scolaire classique. Et donc, ça a toujours été un questionnement chez moi. Comment est-ce qu'on peut faire pour que des filières comme ça ne soient pas dévalorisées dans l'imaginaire collectif? Je pense qu'aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais j'avais quand même envie d'en parler. C'est pour ça que je vous ai invité, vous, Lola et Benjamin, en tant que jeune FGTB. Je voulais vous demander quel est votre travail au quotidien avec ces jeunes qui suivent une formation en alternance? Quel est votre rôle auprès d'eux? Quels sont les outils que vous avez à votre disposition pour travailler avec eux et quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans ce travail? Donc, Lola, je te laisse peut-être la parole pour commencer. Oui. Je sais pas par où commencer. Est-ce qu'on doit définir un petit peu l'alternance, quand même, le système, ou est-ce que tout le monde est vraiment clair avec ça? Je pense que tu peux un peu le définir, même si aujourd'hui ça va mieux, la connaissance générale de ce que c'est l'alternance est meilleure, mais je pense Ok, qu'on peut le redéfinir. ça va. Donc, en Belgique, il y a l'enseignement à temps plein pour pour les élèves dans ce système d'enseignement. Et puis, il y a l'enseignement à temps partiel. Donc, c'est l'enseignement de qualification où les jeunes sont entre 15 et 26 ans, il me semble. Et donc, il y a principalement des jeunes qui sont encore soumis à l'obligation scolaire, entre 15 et 18 ans, et qui vont dans cet enseignement à temps partiel où ils font une partie de leur formation dans une école ou dans un centre de formation, donc les CFA ou les IFAPME, et une autre partie de leur formation via un contrat d'alternance chez un employeur ou chez un patron. C'est souvent le terme qui est utilisé, hein, c'est il faut trouver un patron. Et donc, c'est un contrat qui est rémunéré. Bon, la rémunération est très faible en fonction du niveau de qualification qu'on atteint et qui doit être encadré par l'école ou le centre de formation et aussi sur place dans l'entreprise. Il doit y avoir un tuteur qui est la personne qui doit vraiment gérer tous les aspects pédagogiques et d'encadrement pour pas que le jeune soit laissé à lui-même dans l'entreprise. Si je comprends bien, pour reformuler, donc l'élève doit avoir un maître de stage, c'est comme ça qu'on l'appellerait, sur place, dans son lieu de stage, en tout cas à l'entreprise dans laquelle il va. Voilà, on appelle ça un tuteur, mais effectivement, c'est une personne dans l'entreprise. Quand c'est pas, parce que c'est souvent des très petites entreprises, donc parfois c'est le patron lui-même qui est tout seul et qui prend un apprenti, ou alors il y a une personne, un travailleur dans l'entreprise qui est désigné comme tuteur, qui suit une formation de 1 ou 2 jours pour avoir une toute petite base pédagogique et qui est la personne référente qui doit encadrer le jeune et voilà, lui apprendre le métier, quoi. Et alors, notre travail, nous, en tant que jeune FGTB, donc on est une organisation syndicale, donc la FGTB, je suppose que ça, j'ai pas besoin de décrire, vous connaissez, et on est la centrale jeune, donc à partir de 15 ans, on peut travailler comme étudiant ou comme apprenti, et donc potentiellement, on peut avoir besoin d'un syndicat, que ce soit au niveau d'une défense individuelle, quand on rencontre des problèmes par rapport à ces droits sociaux, quand les droits des jeunes ne sont pas respectés, on peut intervenir au niveau juridique et social. Et puis alors, au niveau collectif, on essaie de mettre en place d'autres dynamiques pour que les jeunes s'emparent de leurs conditions de travail, de scolarité et les améliorent et le fassent collectivement. Et ça, peut-être que Benjamin peut compléter sur certaines animations ou certains projets qu'on met en place. Ok, je te laisse compléter, Benjamin. Et donc, au niveau des animations, des projets que l'on met en place, donc dans les CFA, on a toute une brochette d'animations qu'on propose aux écoles en règle générale. Il y a tout autre organisme de jeunesse qui serait demandeur. Nous sommes souvent amenés dans les CFA à donner des animations pour former de futurs délégués de classe, des formations sur la problématique des élections, ce genre de choses. Et à ce titre, nous avons des contacts privilégiés avec certains professeurs, souvent accompagnateurs, qui tiennent le rôle d'accompagnateurs au sein du CFA, donc qui font la transition entre l'organisme de formation qu'est l'école et l'entreprise dans laquelle travaille le jeune, et avec un public assez varié. Donc ça va depuis les troisièmes, donc c'est-à-dire la première année de CFA, donc des jeunes de 15 ans pour les plus jeunes, jusqu'aux toutes dernières années de formation, donc la CET. Et avec les là, on peut avoir des jeunes qui ont déjà 21 ou 22 ans
étant donné que dans les CFA, les derniers chiffres, 90% des élèves fréquentant les CFA sont en retard au moins d'une année scolaire sur leur programme. Donc notre rôle est évidemment de leur amener des outils en tant que délégués, c'est ce qu'on nous demande souvent, de délégués de classe, parce que ça les aide à s'organiser au sein de l'école, etc. Mais également, c'est un public très particulier qui souvent n'a pas sa langue dans sa poche, donc on a souvent aussi le retour des élèves au niveau de leur ressenti par rapport à leur lieu de stage, à leurs conditions de travail, ce genre de choses. Et on s'aperçoit très vite que sous le couvert de l'alternance comme étant présenté comme un très grand modèle de chance que l'on donne à un étudiant pour s'insérer dans le monde du travail, il y a aussi pas mal de souffrances, pas mal d'injustices ressenties et pas mal de règles qui ne sont pas respectées. Voilà. Et donc, ça, c'est un peu notre travail aussi de communiquer et de les aider à s'organiser à ce niveau-là. Ok, mais merci beaucoup. Ce que je vais vous proposer, c'est, je vous avais dit par mail à chacun que je voulais vous faire le relais d'un témoignage d'un ami. Alors, pour les besoins de son témoignage, j'ai juste changé son prénom. Donc, on va l'appeler Arthur. Donc, Arthur a commencé l'année passée, tard dans l'année, un processus d'alternance en coiffure. Donc, au début, tout se passait bien. Comme c'était que l'été, donc lui est allé pendant je pense, les 2 mois d'été, si je ne dis pas de bêtises, ou début septembre, est allé commencer à travailler dans ce salon. Donc, pas en allant à l'école directement, étant donné que l'école était fermée. Donc, jusque-là, tout se passait bien. Il a commencé à rentrer à l'école. Et à un moment donné, son patron lui a dit, écoute, Arthur, ben voilà, dans ton contrat, enfin, il lui a pas dit texto dans ton contrat, il a dit, tu dois travailler 36 heures, mais moi, il faut que tu en travailles 45, ou sinon, si ça ne va pas pour toi, tu peux partir. Est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire dans des cas comme ça pour aider un jeune? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes au courant, forcément, qu'ils ont des moyens à leur disposition pour être défendus? Donc ça, c'était une première question que je voulais vous renvoyer à vous. Alors, est-ce qu'ils sont au courant? Alors, ça dépend. Moi, c'est aussi notre rôle, hein, c'est de donner cette information-là. On fait aussi des animations, par exemple, simplement sur leurs droits. On va faire des animations sur la lecture du contrat d'alternance, parce que beaucoup ont signé leur contrat, mais ils n'ont pas pris la peine, évidemment, de lire ce qu'il y a dedans, donc ils ne connaissent pas leurs droits. Et à ce moment-là, on se rend compte ils se rendent compte aussi entre eux qu'ils ont des réalités de travail très différentes. Et en fait, ils n'en ont jamais parlé. Mais tiens, il y en a un qui fait autant d'heures supplémentaires, il y en a un qui fait des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, il y en a un qui fait des heures supplémentaires, elles sont payées 5 €, d'autres, elles sont payées un peu plus. Et donc, tout le monde se rend compte qu'ils ont une réalité de travail qui est différente parce qu'en fait, au niveau des heures supplémentaires particulièrement, elles sont censées être interdites. Dans les faits, il y en a, mais comme elles sont interdites, il n'y a rien il y a aucune règle pour quand il y en a, comment on fait. Donc, c'est vraiment le choix de chaque employeur de décider ce qu'il va faire. Et donc, effectivement, on arrive souvent à des situations d'abus. Pas toujours, évidemment. Il y a plein d'endroits où ça se passe bien. Je tiens évidemment aussi à préciser que nous, ici, on parle, Benjamin et moi, en tant que jeunes FGTB. Donc, c'est forcément à nous on est amené à régler beaucoup de cas problématiques. Mais il y a aussi évidemment beaucoup de cas qui se passent très bien. Donc, je ne voudrais pas dépeindre une image trop noire de l'alternance. Mais effectivement, quand ça se passe mal, leur premier recours, c'est d'abord de se tourner vers leur accompagnateur ou leur délégué à la tutelle. Donc ça, c'est la personne du CFA ou de l'IFAPME qui est supposée être leur relais et aussi la personne, le médiateur entre le patron et le jeune quand il y a un problème. Le problème avec ça, bon, je pense qu'ils font bien leur travail et ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent, mais il y a un problème initial dans l'alternance, c'est le manque de places de stage. Ça veut dire que ça dépend des secteurs à nouveau. Il y a des secteurs où, en électrotechnique, les patrons tueraient pour avoir des jeunes, mais dans d'autres secteurs, plus de services ou dans la vente ou dans des métiers plus, comme tu disais, manuels, en tout cas, il y a parfois une pénurie de places de stage et donc les jeunes, ça induit une sorte de rapport un peu asymétrique parce que les jeunes, du coup, sont obligés d'accepter ce qu'on leur dit s'ils ne veulent pas perdre leur place de stage. Parce qu'il y a une obligation de faire 600 heures par an pour pouvoir valider sa qualification et passer au niveau supérieur. Et donc, dans les faits, le rapport n'est pas toujours du côté des jeunes et pas non plus du côté de l'accompagnateur parce que
ils doivent aussi faire en sorte que les jeunes puissent rester dans leur place de stage, et donc ils interviennent finalement quand il y a vraiment des très très gros problèmes, des petits problèmes comme le non-respect des heures supplémentaires ou des règles de préavis, etc. Ça, en général, ça passe à la trappe. Alors certains ont le réflexe de nous les envoyer, de les envoyer vers les organisations syndicales pour se faire défendre syndicalement. Et puis parfois, c'est un peu estime-toi déjà bien heureux d'avoir un stage, et tant pis si c'est pas très très rigolo. Voilà, en parlant de ça, je voulais rebondir là-dessus. Si je ne me trompe pas, si un jeune qui est majeur perd son stage ou est renvoyé de son stage en cours d'année, il n'aura pas droit à la prime de fin d'année, étant donné qu'il est resté une partie de l'année sans avoir de lieu de stage précis, même si ça a duré moins d'une semaine. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? En fait, la prime qui est donnée aux apprentis, elle est donnée à la fin de leur apprentissage. Donc, ils doivent aller au bout de leur apprentissage et donc faire le nombre d'heures nécessaires. Et ils l'ont uniquement quand ils terminent et réussissent leur apprentissage. Donc, effectivement, à mon avis, ça doit être lié. Il faut qu'ils aient leur nombre d'heures. Et donc, si jamais ils ont un problème avec un patron et qu'ils doivent rompre leur contrat, ça risque effectivement de leur porter préjudice à ce moment. Ok, merci beaucoup Lola. Et donc, je vais revenir vers toi, Bruno, pour que tu nous parles un peu plus de ton projet et de ton projet. Excuse-moi, je vais écorcher le nom. Pour une école citoyenne et de ton livre en même temps, et nous parler un peu plus en détail des concepts que tu y abordes, notamment le concept et le principe de justice restauratrice et pas réparatrice, du concept que tu abordes dans ton livre et sur le site de ton association. Voilà, la parole est à toi, Bruno. Merci Arnaud. Moi, je suis intéressé d'entrer dans cette discussion par rapport aux droits des jeunes lorsqu'ils sont en fait des travailleurs. Parce que lorsqu'on parle des CFA ou des jeunes qui sont en professionnel ou en technique et qui sont en stage, en fait, on parle d'étudiants dans leur position de travailleurs. Et c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, d'une certaine manière, ils sont en bas de l'échelle des travailleurs. Et comme Lola l'a bien dit, en plus, lorsqu'il y a pénurie de lieux de stage, tout le monde essaie de leur faire passer la pilule difficile des conditions de travail parce que s'il n'y a plus de lieu de stage, il n'y a plus d'enseignement en alternance. Et donc, l'école est vraiment très, très dépendante de ses partenaires privés qui permettent ces stages-là. Et moi, je connais pas mal d'écoles qui, effectivement, mettent en place des stratégies très fines pour arriver à ce que les élèves subissent, parce que c'est le mot, des situations de stage très, très difficiles. Est-ce que tu peux décrire, excuse-moi de te couper, est-ce que tu peux décrire ces stratégies très fines? Mais donc, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais prendre l'exemple d'une école qui forme des infirmiers et des infirmières, qui est déjà un métier très difficile. Je veux dire, c'est pas, on est surtout dans ces conditions-ci, tout le monde est bien au courant que infirmier et infirmière, ce n'est pas un métier facile. Et lorsqu'on arrive comme stagiaire dans une équipe, eh bien, c'est régulièrement encore plus compliqué. Si bien que moi, j'ai parfois des enseignants qui sont des accompagnateurs en stage et qui vont me dire, voilà, moi, j'estime que dans certains cas, c'est proche de la maltraitance, mais en même temps, je peux pas faire autrement parce que si on perd ces lieux de stage, on perd la capacité de scolariser ces jeunes ou moins jeunes, hein, parce qu'il y a des étudiants qui font des études secondaires ou supérieures en infirmerie qui sont pas si jeunes que ça. Et en fait, le moindre mal, c'est de les aider à vivre cette violence-là. Je trouve ça très préoccupant et je trouve que c'est quelque chose qui est pas facile parce que c'est vraiment la limite qu'il y a entre le monde de l'école où on essaye de protéger les jeunes, où c'est ça l'idée en tout cas, et puis le monde de la société où il faut d'une certaine manière se confronter à une réalité parfois dure et à faire ses dents avec ça. En même temps, moi, mon propos, il n'est pas seulement sur les lieux de stage. Je trouve que si on prend le jeune comme un sujet de droit, il ne faut pas avoir des études en alternance, il ne faut pas avoir des études techniques ni même professionnelles pour se rendre compte que l'élève à l'école, ses droits sont très très souvent pas du tout respectés. On a un vrai souci. Pour moi, la question des syndicats, c'est pour ça que lorsqu'on parle des jeunes FGTB, je me dis, mais tiens, quid des droits des élèves à l'école, indépendamment du stage. Alors, ça peut être des droits des élèves qui sont en stage par ailleurs, mais lorsqu'on prend une situation à l'école, je ne sais pas moi,
un élève et un professeur qui, qui ont tous les deux, qui montent tous les deux dans les tours, qui se manquent de respect mutuellement, etc., eh bien, on va se rendre compte que pour l'enseignant, on va rentrer dans le droit du travail avec tous les éléments de défense qui y sont associés, les précautions, etc. Alors que pour l'élève, la plupart du temps, non seulement il n'y aura pas véritablement d'organisme, de syndicat pour l'aider à se défendre, mais en plus, les écoles vont très, très régulièrement absolument, enfin réagir sans du tout avoir en tête les principes de base de la justice dans un pays démocratique. Et donc, il y a beaucoup d'écoles qui vont, par exemple, pas laisser la parole aux élèves pour se défendre, qui ne vont pas non plus permettre que les élèves soient défendus par d'autres personnes, en tout cas dans le fonctionnement général de l'école. Il y a énormément d'écoles qui n'aident pas du tout les élèves à exprimer leur défense. Comment je fais pour écrire une lettre qui me permet de m'expliquer quand j'ai eu un problème? Il y a beaucoup d'écoles qui ne travaillent pas non plus l'expression orale pour trouver des solutions ou pour débattre d'un certain nombre de choses. Et donc c'est exactement là-dessus que au niveau de l'école citoyenne et au niveau des ambassadeurs d'expression citoyenne, c'est l'association dans laquelle je me situe, c'est exactement là-dessus que nous, on va travailler. C'est-à-dire que d'une part, on va travailler avec les jeunes pour les former à utiliser des stratégies de communication non violente. Hein. Si je suis face à un problème à l'école ou dans mon stage, comment je communique de manière non violente pour trouver des solutions? Comment faire pour ne pas aggraver la situation? Et donc, on va avoir un certain nombre d'outils pour utiliser la parole pour résoudre les conflits et communiquer de manière positive. Et puis, on va accompagner les écoles pour qu'elles mettent en place non pas de l'exclusion progressive des jeunes. Tu parlais tout à l'heure, Arnaud, du fait que les écoles réorientent les jeunes dans certaines sections. Parfois, c'est de la réorientation, mais parfois, c'est de l'exclusion qui amène à ça. Et donc, comment sortir de cette logique de l'exclusion progressive quand on a des jeunes qui ont des comportements inadéquats à l'école pour rentrer dans une logique de restauration, de réparation de la situation. Et donc, tous ces principes de justice restaurative, ben ça fait partie du projet de l'école citoyenne que je porte. Ok, en entendant tout ça, Lola et Benjamin, est-ce que ce sont des concepts que vous essayez en tant que jeune FGTB d'appliquer dans votre relation avec les élèves qui suivent un parcours d'alternance ou même des jeunes qui travailleraient comme premier boulot je sais pas, dans un magasin ou autre? Donc, si je peux, Oui, vas-y, tout à en fait. fait, c'est un problème qui dépasse largement l'enseignement en alternance. Ça concerne l'ensemble des étudiants, je pense. Et là, il faut couper court à un mythe tout de suite, c'est que l'école, si elle peut être un lieu d'apprentissage, de débat dans le cadre de certaines activités, l'école est loin d'être un lieu démocratique pour les élèves, ça c'est l'évidence. L'enseignement est obligatoire, ils le subissent, entre guillemets, hein, attention, je dis bien entre guillemets, sont soumis à un règlement d'ordre intérieur, ils n'ont d'autre choix que d'accepter, qui a très rarement été négocié avec des représentants des élèves. À ma connaissance, au niveau de la représentation élève au sein des écoles, la seule obligation qu'il y ait au niveau du conseil de participation, c'est qu'il y a un représentant élève qui soit désigné, et s'il y a un internat, un représentant élève au niveau de l'internat. Comité de concertation de base, personne. Ouverture au conseil de classe, personne. Et alors, donc, si je rejoins donc ce que dit Bruno au niveau de l'alternance, on arrive en plus là souvent face à des élèves qui ont connu, comme il l'a dit, une relégation systématique. Donc du général, ils sont passés au technique, souvent de qualification. Le transition revêt beaucoup plus souvent du choix, étant donné que le transition est au niveau de la certification et dans l'esprit des parents et des élèves l'équivalent du général. Ensuite du qualification vers le professionnel, puis du professionnel vers les CFA. Donc les jeunes qui arrivent dans les CFA sont très souvent des jeunes qui ont un parcours scolaire déjà extrêmement difficile. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs pour autant qu'ils sont qualifiés, on les qualifie de manuels, ils n'ont simplement pas répondu aux exigences voulues de l'enseignement général, ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas être des intellectuels. D'ailleurs, la différenciation entre travail manuel et intellectuel porte quand même à confusion quand on sait, par exemple dans les CFA, notamment que dans l'alternance, plus de la moitié des élèves suivent une formation qui est plutôt de service aux personnes, donc qui requiert aussi les dimensions dites intellectuelles. Et à l'inverse, les études dites intellectuelles revêtent énormément de manuels. Si on pense à la chirurgie, il y a beaucoup de manuels. Et si on prend un menuisier, il y a beaucoup d'intellectuels dans l'élaboration des plans, dans la gestion de l'espace, ce genre de choses. Mais soit.
quand ces élèves arrivent en CFA, il y a beaucoup de manuels. Ils sont vraiment donc très contents de trouver un stage, si on l'a déjà dit, parce qu'ils ont quelque chose d'autre qui leur permet de sortir des écoles. Dans les témoignages que l'on reçoit, dans les témoignages, ils sont vraiment donc d'une lecture que Lola m'a conseillée et que je pense quiconque s'intéresse à l'alternance va lire, donc Le salut par l'alternance de Philippe Amby et Jean-Louis Siroux. On comprend bien en fait que la volonté de la majorité de ces jeunes, c'est de sortir le plus vite de l'école possible et de travailler. Donc, c'est vraiment pour eux. Alors, pour représenter ces élèves maintenant au niveau syndical, on comprend bien en fait que de ces jeunes, c'est de sortir le plus vite de l'école possible. Ces jeunes qui ont des problèmes avec leur patron, rarement avec leur école. Ce sont des problèmes de lieu de stage, de rémunération, d'horaires non respectés, ce genre de choses, lorsqu'ils sont dénoncés. Représenter les élèves dans les écoles, c'est un immense tabou. Quand on va donner des animations dans des écoles, nous sommes censés être apolitiques. Nous ne pouvons pas donc faire de prosélytisme syndical. Vous ne pouvez pas exprimer représenter les élèves dans les écoles, tout comme les jeunes. Donc, on ne peut pas faire de propagande dite syndicale politique, je veux dire. Nous pouvons, voilà, nous nous présentons en tant que Jeune FGTB, bien évidemment, mais nous venons avec tout comme les jeunes. Et si nous voulons faire donc, on ne peut pas faire du politique, nous sortons alors de l'école avec les jeunes. C'est autre chose. Mais les représenter au sein de l'école, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ça existe en France. En France, il y a des syndicats de lycéens, dont certains sont très, très, très actifs. Mais ça, je reviens aussi sur ce que Bruno a dit, au niveau de l'élève travailleur. Au niveau de l'alternance, le statut de l'étudiant est toujours d'être un étudiant. Il n'est pas considéré comme un salarié, par exemple. Tandis qu'en France, à partir de 16 ans, si vous êtes dans l'alternance, on est salarié. C'est reconnu comme tel. Donc, ça dépend aussi de conventions collectives de travail, de conditions de travail minimales et ce genre de choses, ce qui n'existe pas dans le statut de l'alternance. C'est un statut, en fait, pour finir, assez flou, comment dire, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est promu par de nombreuses fédérations patronales, qui donne souvent aux employeurs l'occasion d'avoir un travailleur à un coût vraiment très bas, en plus en bénéficiant de subsides pour l'accueillir. Et en fait, et c'est là que ça devient très difficile de le représenter, dans certains stages, dans certaines entreprises, pour finir, le fait de le former n'est pas si important que ça pour l'employeur. Il a plutôt un travailleur à bas coût, on pense notamment au secteur de la grande distribution, où il y a eu le plus de témoignages en ce sens-là. Et représenter ces élèves est extrêmement difficile, parce que comme ils sont élèves, ils dépendent du stage pour réussir leur année. L'accompagnateur de l'école qui est censé, pour finir, le fait de le défendre face à un patron qui abuserait, ne va pas le faire parce qu'il doit garder son carnet d'adresse de lieu de stage. Et nous, alors, en dernier recours, on peut intervenir en tant qu'organisation syndicale. Mais au sein de l'école, c'est extrêmement difficile parce qu'ils sont considérés comme des élèves et pas comme des travailleurs. Parce que comme ils sont élèves, je ne sais pas si Lola a envie de compléter. Oui. Bon, peut-être que Lola complète parce que j'ai des réactions, peut-être vous les faire partager. Barbara qui dit c'est un souci transversal mais aussi une réalité. Les jeunes élèves en filière technique et professionnelle ont encore moins le droit de la parole que les autres. Leur école fabrique une force de travail et pas des citoyens. Et une autre question. Donc là, je n'ai pas le nom de la personne. Quelqu'un qui demande s'il existe ou pas ce syndicat d'étudiants francophones. La FEF, que fait-elle pour défendre les étudiants en alternance? Et c'est une question de mon collègue Pierre. Peut-être d'abord Lola te proposer de continuer l'intervention de Benjamin et après je vous proposer de réagir à la question aux interventions. Oui, je voulais juste préciser que pour la réponse pour la FEF, je pense que Benjamin avait terminé, je ne sais pas. Oui, vas-y, Lola. Pour répondre à la question, c'est que, et c'est dans la continuité, c'est que la FEF et les autres syndicats, donc par exemple nous, au Jeune FGTB, on a un syndicat étudiant qui s'appelle l'Union syndicale étudiante, mais qui concerne tous uniquement les études supérieures. Donc la FEF, c'est la Fédération des étudiants francophones du supérieur. Alors, il me semble que pour les étudiants du secondaire, il y a une fédération, mais elle n'est pas, c'est pas des représentants qui sont élus et c'est pas des affiliations individuelles comme dans un syndicat au sens classique en Belgique en tout cas où chaque travailleur va s'affilier lui-même pour être défendu et représenté par son délégué. C'est pas ce système-là qui est mis en place et c'est interdit. Enfin, on pourrait pas. Enfin, il n'y a pas de structure institutionnelle qui permettrait une vraie représentation
des élèves via un système d'affiliation ou même juste via un système d'élection et de délégués. Il me semble que dans certaines écoles, il y a quand même ce système de on élise le délégué de sa classe et puis il y a des conseils de classe. Moi, personnellement, j'ai fait mes études en pédagogie active et donc c'est quelque chose que je connais bien, mais apparemment, ce n'est pas vraiment le cas dans tout l'enseignement et encore moins dans l'enseignement en alternance. Qui plus est, ils sont que 1 ou 2 jours à l'école. Le reste du temps, ils sont chez le patron et ils sont tous isolés, chacun chez un patron différent. Donc, c'est encore plus difficile de leur faire prendre, de les faire s'organiser ensemble et de les faire prendre conscience de leurs conditions collectives et que voilà. Ok, merci Lola. Alors peut-être Bruno, est-ce que je vois… Oui, j'ai plusieurs réactions, à la fois aux interventions de Benjamin et Lola, mais aussi aux questions qui ont été posées par les personnes qui suivent le débat manifestement. La première chose, c'est que l'école n'est pas démocratique, ça c'est une évidence. L'école, c'est une institution de la démocratie qui bénéficie en principe aux jeunes. Cela dit, ce n'est pas pour autant qu'à l'école, il n'y a pas de structure démocratique. Et notamment, Benjamin parlait de l'obligation d'avoir un conseil de participation, c'est une des obligations, et dans ce conseil de participation, il faut avoir des représentants étudiants, mais il y a aussi l'obligation d'avoir une structure de représentation des étudiants. Cette obligation-là, elle date de 2007, elle est dans l'orientation du décret mission de 1997, et elle dit très clairement qu'il faut des représentants étudiants et une structure vivante, en définissant même de manière un peu compliqué à mettre en place, des représentants des classes et des différents organes de représentation des élèves. Alors, en termes de droits des élèves, c'est le droit à être représenté dont on parle là. Et ce que les études qui ont précédé tout le processus du pacte d'excellence ont montré, c'est que dans 18 écoles sur 20, eh bien, ces structures de représentation des élèves, elles sont soit inexistantes, soit quasi inexistantes. Et donc, l'exception, c'est le fait que le droit de représentation des élèves soit rencontré à l'école. Moi, personnellement, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux parce que, d'une part, c'est un droit, d'autre part, c'est la base de la relation pédagogique et de l'école efficace que d'avoir des espaces de discussion entre élèves, enseignants, direction, éducateurs. Pour l'avoir pratiqué moi-même, pour l'encourager dans plein d'écoles, je vois à quel point on est là dans quelque chose qui est fondamental pour qu'une école fonctionne bien, c'est d'avoir des espaces de concertation. Alors là, ça m'amène à une deuxième idée qui est super importante et qui rejoint une des interventions, c'est que l'enjeu, ce n'est pas tellement que l'école soit démocratique. Personnellement, je ne milite pas pour une école démocratique dans laquelle le pouvoir serait à la base, et la base comprenant notamment les élèves. Je milite pour une école citoyenne. Ce n'est pas la même chose. Je milite pour une école qui mette en place des valeurs de participation, qui mette en place des processus de collaboration, qui apprennent à vivre en tant que citoyen. Et en fait, de nouveau, on est très très loin du compte. La plupart des écoles considèrent que les élèves sont des bénéficiaires d'un enseignement assez frontal et ne leur apprennent pas à collaborer, à discuter pour résoudre les problèmes, à participer en tant que délégués, à aller voir leur base. Il y a beaucoup d'associations, et je suis content d'entendre que les jeunes FGTB travaillent en ce sens-là, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent pour ça, mais en fait, c'est très très loin d'être une réalité dans les écoles que le fait de pratiquer la participation et l'engagement des élèves. Et là, on a quelque chose qui est très très problématique parce que cette participation et cet engagement est tout aussi importante que l'on soit dans le général, le technique, le spécialisé, le professionnel ou dans l'enseignement en alternance. Et on le voit bien dans le débat d'aujourd'hui, j'ai besoin de savoir comment me comporter en tant que citoyen, comment réagir à une situation d'équipe, comment résoudre un problème, et j'en ai besoin, quelle que soit mon orientation manuelle ou intellectuelle, quel que soit aussi mon côté relégué ou pas dans le système de l'enseignement. Et donc c'est pour ça que moi, personnellement, sur le terrain, je milite vraiment pour ça. Que l'on soit dans des écoles qui sont, comme les CEFA, des écoles où l'essentiel se passe à l'extérieur, mais où, lorsque les élèves sont là, il s'agit de les armer dans leurs compétences à la fois générales, mais aussi dans ces compétences qui leur permettent de gérer leurs relations avec les employeurs. C'est hyper important. Quand on est dans des écoles spécialisées, techniques, professionnelles, c'est ultra important d'avoir de la participation, de travailler l'expression orale, de travailler la collaboration. Et quand on va dans les écoles générales, c'est la même chose. C'est vraiment une dimension qui est fondamentale de l'apprentissage à l'école. Et la plupart du temps, en fait, ça passe à la trappe parce qu'on pense que l'école, c'est des programmes, c'est des apprentissages ou c'est du professionnel, mais ce n'est pas vraiment cette question de vivre ensemble et de se mobiliser.
Et donc là, pour ça, oui, moi, je pense qu'on doit former des citoyens dans toutes les écoles, que cette formation, elle est pratique, qu'il y a plein d'outils qui existent, et je serais personnellement très content que la perspective syndicale qui réfléchit aux droits des gens, eh bien, aille aussi dans cette direction-là. Parce que pour les élèves, c'est une question aussi de droit. Leurs droits en tant que jeunes, trop souvent, ne sont pas respectés à l'école, et il faut à la fois les former et aider les écoles à pouvoir être des espaces où les droits se manifestent. Avant de rebondir sur ce que tu viens de dire, donc je souhaite inviter les personnes qui nous regardent à ne pas hésiter à nous poser des questions. Mes deux collègues, Pierre, se chargeront de nous les transmettre. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, ce que vous dites plutôt, la question de l'implantation d'une structure syndicale dans un milieu scolaire est bloquée par le statut étudiant. Donc, est bloquée uniquement par le statut étudiant. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas, la question est plutôt, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas créer un statut à part pour les élèves autres que le statut d'étudiant qui… Excuse-moi de t'interrompre, Arnaud, par rapport à ça, mais pour moi, elle n'est pas, le fait qu'elle soit bloquée par le statut étudiant, c'est une lecture des choses. Elle est peut-être aussi bloquée par notre système syndical. C'est-à-dire que notre système syndical, il est organisé de manière pilarisée. On s'affilie à un syndicat, et en s'affiliant à un syndicat, on s'affilie je dirais, à un grand organisme qui a des liens politiques et idéologiques. Et étant donné que l'école est un endroit dans lequel on ne peut pas faire de prosélytisme, appliquer cette logique à l'école, en tout cas secondaire, pose problème. Mais on pourrait très bien se dire que dans une école secondaire, eh bien, la pilarisation des syndicats n'est pas l'opportunité, que les syndicats doivent être construits autrement, à l'échelle de l'établissement, à l'échelle d'une autre forme d'organisation. Et du coup, la question ne serait pas celle du statut de l'élève, mais plutôt de la manière dont on organise la structure syndicale. La manière dont elle serait organisée, comment est-ce que vous, théoriquement, vous verrez ça chez les jeunes FGTB, Lola ou Benjamin, tout à fait. Oui, Lola, si je peux. Donc, attention, hein, donc, il y a bien le statut élève, mais il y a surtout le statut de neutralité de l'enseignement. Je veux dire, le prof est apolitique aussi. Tout intervenant dans une école, qu'il soit syndical ou non, doit être apolitique. Mais je vais me permettre, par contre, je ne pense pas que ce soit le statut même des syndicats qui soit à remettre en question. Je vais par contre rebondir sur une intervention qui est venue, parce que j'en ai fait ça. Donc, cette intervenante qui a dit que le technique, etc., était dévalorisé et que l'on développait plus des travailleurs qu'autre chose. C'est justement la différence. Bruno a utilisé de manière très positive et objective le terme de compétence. Ce terme remplace de plus en plus le terme de qualification dans l'alternance et dans l'enseignement de transition et de qualification. Une qualification est très clairement sujette à une échelle de valeur, une échelle barémique. Une compétence, par contre, est variable tout au long de la vie et regroupe aussi des éléments qui sont attendus, je veux dire, par exemple, au niveau de ce qu'on appelle les soft skills, hein, les compétences orales, les compétences de présentation exigées par un patron. Et en fait, dire que, comment dire, pour moi, dire que les syndicats rentrer dans l'école, c'est un problème parce qu'il y a évidemment une base politique. Enfin, le syndicalisme, il y a la notion politique au sens noble du terme, c'est-à-dire pas partisane mais politique. Ce qu'il y a, c'est que depuis maintenant les années 80, l'école n'est plus apolitique. À savoir que les programmes patronaux rentrent de plus en plus. Il y a même des revendications de la part de certains partis que les instances de décision patronale soient partie prenante de l'élaboration des programmes, comme ça se fait notamment en Allemagne, par exemple. À partir du moment où, pour finir, on laisse l'entreprise rentrer à l'école, et c'est le cas du qualifiant, c'est le cas de l'alternance, c'est le cas du professionnel, si on met ces élèves au contact du monde du travail, il est, à mon sens, tout à fait logique de les mettre au contact des organisations syndicales qui sont censées les défendre, qui sont censées les informer. Une logique patronale ne peut pas rentrer dans une école si on ne laisse pas rentrer d'un autre côté une logique syndicale, et pas dans une instance de conflit, mais plutôt dans une instance de concertation sociale. Il ne faut pas oublier quand même non plus, au niveau historique en Belgique, que nous avons une concertation sociale assez forte, qui est mise à mal depuis pas mal d'années, mais qui a eu pour conséquence une élévation générale du bien-être de l'ensemble de la population des travailleurs jusqu'au début des années 80. Donc,
il est clair qu'il y a des choses à revoir au niveau de la structure syndicale comme de toute autre structure, elle doit évoluer, mais en tout cas en ce qui concerne les CFA, vu que c'est la question ici, à partir du moment où un étudiant est en contact avec le monde du travail, je trouve parfaitement justifié que, comme pour n'importe quel autre secteur du travail, ces étudiants puissent avoir un accès direct à leur représentation syndicale. Voilà. Ok, merci Benjamin. Est-ce que tu veux compléter Lola ou je peux peut-être passer à une autre question Vas-y, je t'en prie. Je peux passer à la question? Alors, Oui. donc la question est, est-ce qu'on sanctionne et comment on les sanctionne des employeurs qui ne respectent pas les règles de l'enseignement en alternance, du genre un employeur qui fait faire trop d'heures à un étudiant ou s'il y a maltraitance? Et je te propose d'y répondre, Lola. Oui. Alors, quand c'est juste du non-respect du droit social comme trop d'heures ou typiquement les gros problèmes qu'on rencontre, c'est par exemple quand il y a une rupture du contrat, les règles de préavis ne sont jamais respectées. On fait toujours signer des ruptures de commun accord. Et du coup, les jeunes perdent leur droit au préavis. Alors, c'est vraiment pas grand-chose au niveau de la rétribution, mais au niveau symbolique, ça dit bien tout ce qu'il y a, comment le système fonctionne. C'est-à-dire que tant que l'irrespect du droit social n'est pas si grave ou que ça n'a pas une si grande conséquence, c'est pas grave, on passe. Maintenant, quand il y a maltraitance ou qu'il y a vraiment des gros cas d'abus, alors là, effectivement, il peut y avoir des grosses sanctions. C'est-à-dire qu'en fait, on va retirer, donc c'est le centre de formation ou l'école va retirer son agrément à l'entreprise. Pour pouvoir recevoir un étudiant en alternance, il faut avoir reçu un agrément, donc remplir à certaines conditions. Et s'il y a trop de problèmes avec une entreprise, on peut lui retirer son agrément, donc elle ne pourra plus du tout accueillir d'alternants, d'apprenants. Maintenant, elle pourra toujours faire appel à d'autres systèmes, PFI, stagiaires et j'en passe. Donc, voilà, mais au niveau de l'alternance, en tout cas, il y a quand même ce système de sanctions, mais c'est très rare. C'est très, très rare qu'on en arrive jusque-là. La plupart, d'ailleurs, des jeunes qui viennent nous trouver quand ils ont un problème, au final, c'est souvent des employeurs qui ont déjà eu des problèmes avec d'autres jeunes. Mais voilà, à nouveau, ce problème du manque de stage, on se dit que peut-être qu'avec l'alternance suivante, ça ira. Et c'est ça aussi le problème, c'est qu'on a tendance à analyser, le discours global a tendance à analyser quand il y a un problème. On se dit c'est souvent soit c'est la faute du jeune, il est pas poli, il n'a pas les codes, il n'arrivait pas à l'heure, il n'était pas motivé, ou c'est le patron, c'est un méchant patron, il ne respecte pas, au lieu de réfléchir. Et donc, on met vraiment la responsabilité individuellement, soit sur le jeune, soit sur le patron, plus souvent sur le jeune, autant vous le dire, mais on réfléchit jamais à pourquoi en fait ça arrive si souvent. Simplement parce que des jeunes, effectivement, il y a des problèmes de comportement et c'est normal quand on a 15-16 ans, qu'on a déjà un parcours difficile au niveau scolaire, on n'a pas forcément les codes ou les armes pour être d'un coup tout ce que la société et le monde du travail attendent de nous. Et puis en plus, on doit subir, c'est quand même dur, le monde du travail, les rapports salariaux qui sont quand même pas évidents. En plus, le salaire n'étant pas tellement élevé, c'est pas ça qui va vraiment retenir le jeune si jamais il y a un problème. Il va préférer partir pour 270 €. Quoique, je m'égare un peu, mais pour de nombreuses familles, en fait, c'est vraiment un budget sur lequel ils comptent aussi. Mais donc, on réfléchit toujours en termes individuels et pas en termes collectifs. Quelles sont les pistes d'amélioration qu'on pourrait apporter pour que ça se passe mieux? Et voilà, au niveau des jeunes FGTB, on en a identifié évidemment quelques-uns, mais c'est toujours comme ça. C'est jamais dans une perspective collective. C'est la faute du jeune ou c'est la faute du patron. Et ça, évidemment, ça bloque un peu le débat et ça permet pas aux choses d'avancer. Ok, merci. Toi, Bruno, qui milite pour une école plus citoyenne, comment est-ce que tu verrais avec tes outils une nouvelle méthode de résolution de ce genre de conflit? Je te remercie de me donner la parole parce que je trouve qu'il y a vraiment des choses passionnantes dans le débat. La première, c'est vraiment cette question de la transition entre l'école et la société. Où, comme l'a dit Benjamin, l'idée, par exemple, du concept de neutralité, c'est qu'on préserve à l'école les élèves d'influences partisanes ou idéologiques qui sont issues de la société.
cette idée-là, qui est une idée assez noble, hein, on veut défendre les droits de l'homme dans un espace qui n'est pas un espace de prosélytisme, on voit qu'elle a la vie dure. Et en particulier dans l'enseignement qualifiant ou dans l'enseignement en alternance, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Non, la logique managériale, la logique du privé, une certaine logique économique ou des patrons, elle a largement pénétré dans l'école ou en tout cas dans les apprentissages. Et du coup, Benjamin propose de manière très raisonnable que le pendant, c'est-à-dire la logique syndicale qui permet de défendre les travailleurs, lui aussi puisse être présent dans l'école. Moi, ce que je constate en fait, c'est que l'école est très très loin d'être neutre. Et que peut-être il s'agirait d'interroger cette neutralité comme un fantasme, parce qu'en fait, elle n'est pas présente, en tout cas dans l'enseignement qualifiant, et lorsqu'il y a des lieux de stage, on n'est pas du tout dans une situation de neutralité, et du coup, être cohérent, c'est d'amener la logique syndicale aussi, et cette logique syndicale, elle est hyper idéologiquement marquée pour des bonnes raisons, hein. Mais du coup, moi, je trouve qu'un des éléments qui ressort de ce débat, c'est que l'idée même de neutralité, elle explose lorsque on étudie la situation de l'enseignement qualifiant ou en alternance. Derrière ça, il y a des questions très très pratiques. Comment est-ce que l'école peut préparer à des choses que Lola vient d'exprimer, c'est-à-dire à la concertation, à la résolution de conflits, à l'accompagnement des comportements des élèves, à l'accompagnement d'une situation de conflit avec un employeur. Et là, dans les écoles citoyennes, nous, ce dont on se rend compte, c'est que ça se travaille, ça, depuis l'école maternelle. À l'école, on peut mettre en place des outils. Comment je fais quand j'ai un problème pour résoudre mon conflit sans me disputer ni sans perdre mon honneur? Ça fait partie des outils de l'école citoyenne. Comment je fais quand j'ai un problème pour ne pas aggraver la situation? Comment je fais pour me défendre en étant à mon avantage? Comment je fais en tant qu'enseignant pour apprendre aux élèves, pas seulement à réussir des cours, mais à apprendre un certain nombre de compétences, de comportements qui seront utiles en classe comme en stage, comme dans la vie de manière générale? Eh bien, c'est deux grands axes de l'école citoyenne, la résolution des conflits d'un côté et l'accompagnement des comportements, la valorisation des comportements qui ne sont pas forcément de l'ordre de la certification, mais ce dont parlait Benjamin tout à l'heure quand il parlait des soft skills, donc de tout ce qui est l'éducation non formelle à l'école. Et donc, ces deux grands axes de travail, en fait, à l'école, ils sont sous-exploités. Et lorsqu'on met en place une école citoyenne, d'une part, on travaille avec les enseignants, les éducateurs, pour mettre en place des principes de résolution de conflits qui soient non violentes et de justice réparatrice. Et d'autre part, on met en place des outils pour accompagner, valoriser les bons comportements, ce qui, du coup, rend les jeunes, quand ils arrivent en stage, à la fois beaucoup plus, capable de se confronter à un cadre et de le questionner, mais aussi d'être fiable. Et en plus de ça, capable de résoudre des problèmes, de résoudre des conflits en s'exprimant bien et donc en n'aggravant pas leur cas face à un employeur qui pourrait ne pas avoir le bon profil. Pour moi, c'est deux éléments fondamentaux de la citoyenneté de l'école, c'est d'apprendre, un, à bien réagir aux problèmes, deux, à valoriser les comportements qui vont les anticiper. Et ça, c'est important à l'école, que ce soit une école en alternance ou une école professionnelle ou une école générale. Merci beaucoup, Bruno. Alors là, je vais vous faire la lecture de ce qui me semble être un témoignage aussi de Manuel Madera Pérez qui dit « Bonjour à vous quatre et surtout Lola, je suis sorti des humanités générales lors des grandes grèves étudiantes de 1994-1995. En 1997-1998, j'ai été élu dans le conseil étudiant de la haute école où j'étudiais avec le poste de vice-président. J'ai dû faire face à la gestion de problèmes entre étudiants et enseignants qui souvent étaient dus à une mauvaise compréhension des étudiants. J'ai également dû faire face à des étudiants en difficulté financière qui avaient été trouver le conseil social de la haute école qui refusait d'aider les jeunes et au bout du compte, certains abandonnaient leurs études. Je voudrais dire merci à Manuel Madera pour ce témoignage et vous proposer peut-être d'y réagir. Mais là, si j'ai bien compris, il parle plus du coup de son expérience de représentation des étudiants dans l'enseignement supérieur, c'est ça? C'est ça, dans l'enseignement supérieur, ici en Belgique, donc pas en France. C'est ça, voilà. C'est bien ça. Oui. C'est intéressant ce dont il parle parce que je pense que, après, c'est un sujet que je maîtrise à fond, mais je pense que la représentation étudiante aussi dans le supérieur, elle peut aussi être vraiment critiquée et réfléchie.
j'ai pas l'impression, mais à nouveau, j'ai peur de, franchement, j'aurais peur de dire des conneries, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus une énorme dynamique. Il y a l'impression qu'ils se contentent plus de régler des problèmes internes à l'école, comme il dit, hein, entre élèves et professeurs, des problèmes de compréhension qui sont aussi très très importants, mais à nouveau, il y a très peu, il me semble en Belgique en tout cas, de dimension politique dans les représentations étudiantes, donc sur des questions plus de société, etc. Enfin, là, je déborde un peu du sujet, mais avec les jeunes LGTB, bah, souvent, on essaie évidemment de mobiliser les jeunes sur des sujets qui sont plus globaux, sur des réformes, etc., qui les concernent directement par rapport à leurs droits. Et on se voit souvent aussi interdire l'accès aux écoles supérieures et aux universités, à nouveau sous couvert de neutralité. Parce que, bah voilà, jeune FGTB, c'est évidemment très idéologiquement marqué. Et donc, il y a beaucoup d'écoles qui refusent, ne serait-ce qu'on soit présent dans un hall et qu'on donne une information. Et donc, ça, forcément, ça ne nous facilite pas notre travail en tant que syndicat étudiant. Ok, merci. Donc, au cours de ce débat, on a parlé de ces élèves et du système scolaire qui reléguait les élèves ne se conformant pas au moule vers des filières plus professionnelles comme le CFA, comme la technique de qualification. Comment faire aujourd'hui, à votre avis, pour revaloriser ces filières et ne plus faire en sorte que ce soit des filières, et ça me fait mal de dire le mot, mais qu'elles soient vues comme des filières poubelles par certains. Bruno, peut-être, non, Lola, tu voulais commencer, peut-être après Bruno? Oui, j'ai dit assez pas. Tu veux y aller, enchaîne, Lola, hein? Oui, non, vas-y, Lola, n'hésite pas. Non, c'est parce que c'est un sujet qu'on aborde régulièrement aussi, c'est cette question de la revalorisation de l'alternance, comme si elle était indépendante de la revalorisation des métiers auxquels conduit l'alternance. En fait, c'est pas juste l'enseignement en alternance qui aurait une mauvaise image et que du coup, une campagne de communication et d'information pourrait permettre aux jeunes de trouver que c'est intéressant, même si effectivement, il y a ce travail-là à faire et je pense que une meilleure orientation, on appelle ça l'orientation positive des élèves, serait évidemment bénéfique pour tout le monde, mais c'est pas que ça. Si l'alternance a parfois une mauvaise presse, ça dépend des filières évidemment, mais c'est parce qu'elle conduit à des métiers qui sont au niveau de la société aussi dévalorisés socialement et économiquement. Ça conduit aussi à des métiers de subalternes qui vont être pas bien payés. Voilà. Et donc, les personnes et les responsables politiques qui mettent en avant cette revalorisation symbolique et de communication de l'alternance, ce sont les mêmes qui ne mettraient pas en fait leurs enfants dans ces systèmes d'alternance parce que ça conduit à des métiers qu'ils ne voudraient pas que leurs enfants fassent. Et quand on parle justement de revalorisation économique, donc ne serait-ce que augmenter la rétribution de l'alternant ou augmenter les salaires des travailleurs, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs dans ces métiers-là qui sont sous le seuil de pauvreté ou très très peu au-dessus, bah là, ça devient tout de suite plus compliqué avec certains responsables politiques qui vont nous dire qu'il faut revaloriser ces métiers-là, mais qui vont être contre le saut d'index, qui vont être pour du coup le saut d'index qui va appauvrir encore plus ces travailleurs qui sont déjà précaires. Donc, il ne faut pas séparer trop. Il ne faut pas penser, quand on pense revalorisation de l'alternance, il ne faut pas penser que le système scolaire, il faut penser aussi. Non, tout à fait. Parce que c'est à ça que ça prépare, évidemment. C'est vraiment l'entièreté du système que je voulais mettre en débat par cette question et pas seulement l'alternance en soi. Peut-être que toi, Bruno, tu as une piste de solution peut-être à nous faire pour cette revalorisation? Oui, je pense que j'ai une réponse qui doit être complémentaire à celle de Lola, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de valorisation, c'est évident que l'identité attachée à un métier, si on est dans une société qui dévalorise ce métier, c'est compliqué. C'est compliqué de permettre aux jeunes qui font ces études-là ou qui font cette formation-là d'être fiers d'eux. En même temps, ce que moi je constate, c'est qu'on n'a même pas besoin de ce problème-là pour que les écoles qui travaillent, que ce soit dans le technique, le professionnel ou l'alternance, soient des écoles qui ont des problèmes d'identité. J'aime bien prendre l'exemple d'un de mes élèves qui disait « mais monsieur, on sait bien comment ça marche. Dans l'enseignement en Belgique, il y a le général, il y a le technique, il y a le professionnel,
Et nous, on est en professionnel, en décrochage à Molenbeek. Après nous, c'est la prison. Et donc, son idée n'était même pas liée au fait qu'il était étudiant dans une section professionnelle vente. Son idée était directement liée au fait qu'il était dans une école poubelle. Et dans mon expérience personnelle, ça, c'est quelque chose contre lequel on peut se battre. C'est tout à fait possible avec une école qui a une identité de relégation et donc qui est vécue par les élèves et beaucoup d'enseignants aussi d'ailleurs comme une école poubelle. C'est possible de générer des dynamiques d'école où à travers les projets qui sont réalisés, à travers la collaboration entre élèves et adultes, eh bien, on travaille l'identité et on le travaille positivement. C'est un des principes de l'école citoyenne. Lorsqu'on a un espace de concertation dans la classe, lorsqu'on a un espace de concertation pour l'école avec des représentants vraiment actifs, et quand on s'appuie sur ça pour faire des projets, eh qu'est-ce qu'ils vont proposer les élèves? Ils vont proposer des projets qui leur permettent d'être fiers d'eux. Une fête, un repas de classe, un projet lié à l'actualité. Tous ces projets-là ramènent de la fierté. Et lorsqu'on le fait, on se rend compte que c'est encore plus facile dans une école qui a des options qui sont techniques ou professionnelles. Parce que ce sont des options pratiques. Et lorsqu'on fait quelque chose de pratique, on en est fier ensuite. Si avec une option menuiserie, je construis quelque chose qui est présent dans l'école, tout le monde sera fier de cette chose et on va le voir. Si avec une option d'infographie, je travaille les logos de l'école, le t-shirt de l'école, le site internet de l'école, eh bien il en résultera un produit dont je serai fier. Et donc cette question de construire l'école comme une communauté, de consulter les gens, de faire des projets pratiques qui marquent parce qu'ils existent ensuite, parce qu'ils ont des objets, eh bien, ça permet de rendre fier. Et moi, je l'ai vécu à Scarbeck, où dans une école, en 3-4 ans, on est passé d'une identité d'école poubelle à une identité où les élèves disaient « Non, ici, c'est autrement. Ici, on est fier de ce qu'on fait. » Et donc, moi, je pense que ça, c'est un élément qui ne changera pas le fait que l'une ou l'autre profession sera bien vue ou pas dans la société. Hein. Clairement, ça, c'est pour moi, c'est hors contrôle, en tout cas à l'échelle de l'école. Mais par contre, ça permet aux élèves de se dire non, non, en fait, on peut être fier de notre établissement, on peut être fier de qui on est, on peut être fier de ce qu'on y fait, et ça permet vraiment de construire une base d'émancipation pour la suite. Surtout si c'est, comme je l'ai dit par ailleurs, complémentaire avec une capacité à résoudre ces conflits ou une capacité à accompagner les compétences de comportement parallèlement. Merci beaucoup Bruno. Peut-être Benjamin aurait envie de réagir et après je vous ferai le témoin de 3 nouvelles réactions qu'on a. Sauf si je peux... Oui, vas-y Benjamin, excuse-moi de te couper. 2 minutes. Donc, tout d'abord, ce commentaire de cette personne qui a vécu les grandes grèves de 95-96, tout comme moi. Je précise aussi qu'au niveau de la représentation des étudiants, nous avons l'USE, l'Union syndicale étudiante, qui est active dans quelques établissements supérieurs, notamment à l'ULB. Et donc, indépendante, je veux dire, au niveau de ses actions, etc., des jeunes FGTB, mais que nous soutenons. Ça nous permet de rentrer dans les écoles supérieures. Voilà, ça c'est déjà une chose. Et alors, tout d'abord, j'appuie tout à fait ce que dit Bruno au niveau de la valorisation de ce que font les étudiants dans ce type d'école. Il a parlé notamment des sections menuiserie ou n'importe quoi, des choses que la grande majorité des gens seraient incapables de faire, tout simplement. Mais voilà. Au niveau de l'importance de la revalorisation des CFA, le monde politique, par exemple, aurait pu parfaitement lancer un signal pendant la pandémie. Nous suivons l'actualité. Il y a eu de très nombreuses cartes blanches consacrées à l'école. Elles étaient soit écrites par des enseignants, soit par des directeurs, soit par des élèves issus de l'enseignement général. Je n'ai vu nulle part une carte blanche écrite par un élève ou d'un CFA. Or, les CFA, ça a été terrible pour eux, la pandémie. Ça a été se battre au niveau syndical pour qu'ils obtiennent notamment le chômage temporaire au niveau de l'alternance. Ce n'était pas gagné d'avance, on l'a obtenu. Ça a été aussi maintenant des fins de stage, des élèves qui nous disent « Ah, je ne serai pas diplômé cette année. Parfait, ici, parce qu'on estime qu'il faut reporter mes heures de stage jusqu'en décembre de l'année prochaine. » On a beaucoup parlé du général, de ce que quelques semaines allaient avoir comme impact sur la suite de leurs études, aussi parce que dans l'esprit des gens, il n'y a rien à faire. Le général va amener à des professions qui sont données par les études supérieures universitaires, donc des professions qui, sociologiquement, ont une valeur ajoutée. Pour finir, le sort des céphales, le sort des menuisiers, des plombiers, des vendeurs, alors que c'est, je veux dire, ces jeunes qui ont travaillé comme étudiants ou quoi que ce soit dans le secteur de la grande distribution, permis aux gens de bouffer, pour finir, on ne s'en est pas fort soucié au niveau de leur scolarité. Ça, c'est un point qu'on peut mettre en avant aussi sur
le soi-disant souci de revaloriser ces métiers. On a eu l'occasion de le faire, mais ça n'a pas été le cas pendant cette pandémie. Ok, merci beaucoup, Benjamin. Peut-être vous relayez une nouvelle réaction de Barbara qui nous dit que la valorisation de ces métiers doit aussi passer par un changement de discours dans l'école qui stigmatise ces filières comme étant le réceptacle des mauvais, de ceux qui sont en échec partout. Avant de réagir, peut-être que je vous lis l'ensemble des réactions et on y réagit après. Ça va pour vous? Ok. Une autre question. Donc, pourrait-on imaginer cette formation en alternance sans envoyer les jeunes avant 18 ans dans le monde du travail pour travailler leurs compétences dans d'autres secteurs que le monde marchand? Et on a une dame aussi, si mon ordinateur me laisse remonter, voilà, qui voulait réagir en même temps au propos de Manuel Madera, qui disait que son propos est très parlant, qui dit « Ici et maintenant, on va sacrifier sur l'autel de la certification une bonne partie des étudiants. Tous les niveaux sont concernés du point de vue de l'étudiante comme sujet de droit. Comment faire pour rendre les jurys qui arrivent citoyens, exiger qu'ils soient publics ?» Point d'interrogation. Voilà l'ensemble des réactions qu'on avait. Je vous propose d'y réagir, peut-être en commençant par toi, Benjamin, sur la question, sur la question de l'enseignement en alternance, sur la possibilité de ne pas les envoyer avant leurs 18 ans. À titre personnel, je pense surtout au vu des lectures qu'on a faites que dans une majorité des cas, en effet, l'enseignement en alternance peut se faire en fait au sein de l'école même. Si on parle des CFA et des enseignements professionnels, disposent d'une coiffure avec des vraies personnes qui vont se faire coiffer volontairement. On est donc bien dans un principe de formation. Alors, ça soulève aussi une question qui est fondamentale, c'est que tant que l'enseignement se donne, même qu'il soit technique ou professionnel, au sein même de l'école, il reste dans le giron du public, c'est-à-dire que c'est un enseignement qui est donné théoriquement en fonction de biens rendus plus tard à la société. Une fois que l'on va dans un enseignement en alternance en entreprise, et c'est tout à fait normal, le patron qui engage, la société qui engage, doit aussi penser à ses intérêts privés. Si c'est le cas d'un petit indépendant, il faut quand même que cet apprenant soit relativement doué pour qu'il ne perde pas trop de temps parce qu'il peut perdre un chantier ou ce genre de choses. Et dans le cas de grandes sociétés de distribution, c'est plutôt aussi d'avoir parfois à répondre à des impératifs d'actionnaires, à des impératifs de productivité qui font qu'on n'a pas le temps de former. La formation prend du temps. L'enseignement prend du temps. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre au cœur de tous les apprentissages, qu'ils soient généraux, techniques ou professionnels, c'est que l'apprentissage se fait par essai-erreur. À l'école, dans le public, on peut faire des essais-erreurs, il n'y a aucun problème. Théoriquement, chez un patron, c'est peut-être déjà plus embêtant pour lui parce qu'il perd de l'argent, parce qu'il perd du matériel, il perd du temps, ce genre de choses. C'est cette idée qu'il faut arrêter de croire que l'enseignement en alternance, et en particulier dans le monde de l'entreprise n'a pas pour vocation première à enseigner. L'entreprise a pour vocation première à faire du profit. C'est ça une entreprise, quelle qu'elle soit. Je ne connais pas un entrepreneur qui va dire « je m'en fous de ne pas faire du profit, de ne pas faire de bénéfice ». Ça n'existe pas. Un enseignant n'est pas là pour faire du profit ou du bénéfice, il est là pour former l'élève. Former ses élèves et leur enseigner des choses. Et là, je pense que, et je rejoins la justice dont parlait Bruno, je pense qu'il y a quelque chose de très important à soulever, c'est qu'il est temps d'avoir un enseignant puisse reconnaître au niveau réparation qu'il a commis une erreur de jugement ou qu'il a commis une erreur face à un élève. J'ai enseigné pendant plus de 15 ans, il y a des décisions que j'ai prises par rapport à des élèves à certains moments que je regrette amèrement aujourd'hui. Et je pense que dans le cadre d'une conciliation véritable, plutôt que de rédiger un rapport disciplinaire, j'aurais très bien pu, en effet, avec le temps, prendre d'autres décisions au niveau du conseil de discipline, ce genre de choses par rapport à des élèves, s'il y avait eu ce principe de justice dans les deux sens. Voilà. Ok, j'aimerais juste rebondir sur un point de ton intervention, Benjamin, si tu veux bien. Tu nous disais… j'ai perdu ma remarque, excuse-moi. Je t'en prie. Oui, elle va sûrement revenir. Lola, est-ce que tu veux compléter quelque chose ou Bruno, le temps que ça revienne à ma mémoire?
Moi, je réagirais bien. Vas-y, Bruno, la parole est à Je toi. réagirais bien avec une anecdote d'élèves qui reviennent de stage. Donc, j'ai des élèves qui sont en technique de qualification, éducateurs, enfin, on dit agents d'éducation, qui font un stage dont je sais en tant qu'enseignant qu'il a été excellent, vraiment, avec des commentaires en termes de maturité, de prise de responsabilité, d'inventivité qui sont vraiment, enfin, qui donnent envie d'être fiers de ces élèves et qui sont vraiment très, 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 très importants. Et puis ces élèves reviennent en classe et le deuxième jour, ils se comportent comme des élèves qui foutent le bordel complet. Et du coup, ils foutent le bordel, ça génère un problème. C'était pas dans ma classe, mais derrière, moi, comme je fais partie de la justice restaurative de l'école, je me retrouve à discuter avec ces élèves. Je leur dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? On a des retours de vos comportements en stage qui sont dithyrambiques, et le deuxième jour du retour à l'école, vous vous comportez comme des élèves de merde. Et qu'est-ce qu'ils me répondent? Ils me disent, oui, monsieur, mais en stage, c'est pas la même chose. En stage, on n'est pas considéré comme des élèves. On est considéré comme des partenaires d'une équipe qui, effectivement, doit, dans certains cas de stage, pas pour les éducateurs faire du profit, mais d'une équipe qui doit rendre un service et qui doit être efficace. Et du coup, ben, quand on est considéré comme partenaire de l'équipe, on n'a pas le même comportement que quand on est considéré comme des élèves qui doivent se taire. Et moi, je pense que c'est assez important d'avoir ça en tête par rapport aux qualifiants et à l'enseignement en alternance. Une partie des élèves qui arrivent là parce qu'en fait, cette école qui les considère comme des bénéficiaires qui n'ont pas grand-chose à dire et qui doivent se taire, eh bien, ça ne leur convient pas. L'attitude même du prof qui enseigne dans le sens où il est maître de la matière, maître des compétences et qu'il va les transmettre, cette attitude, en fait, elle a, dans leur histoire, elle a eu cette tendance systématique à leur faire du mal. Et du coup, il y a effectivement un certain nombre de jeunes qui se retrouvent dans des situations problématiques en stage, mais il y en a pas mal d'autres, en fait, qui s'y retrouvent bien parce qu'on rompt cette relation du prof à l'élève, qui est une relation hiérarchique. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant dans ce qui est dit par rapport à la question, est-ce qu'on pourrait former aux filières pratiques sans sortir les élèves de l'école? Mais si l'école ne change pas, je crois que ça pourrait faire pire que bien. Si à l'école, on n'apprend pas à rendre les élèves partenaires, si on ne met pas plus d'apprentissage par les pairs, si on ne leur donne pas des responsabilités progressives, comme ça peut être le cas dans une équipe, eh bien, en fait, on les protégera peut-être d'une partie des problèmes des lieux de stage, mais on les empêchera aussi d'avoir les qualités des lieux de stage. Et donc, moi, je pense que d'une part, c'est intéressant d'ouvrir l'école sur la société parce qu'elle doit y préparer, même s'il y a toute une série de précautions qui doivent être prises. Et d'autre part, quand on voit les expériences positives qui se passent en stage, vraiment, il y a lieu de se remettre en question sur la position du prof habituellement développée, sur les stratégies qu'on utilise à l'école pour rendre pour mettre les élèves dans une situation de partenaires et de citoyens engagés, et pas pour les mettre dans une situation d'enfants qui bénéficient de quelque chose en se taisant. Merci beaucoup, Benjamin. Avant de rebondir sur d'autres réactions que j'ai eues, je viens de me rappeler de ce que je voulais, sur quoi je voulais rebondir sur ton intervention, Benjamin. Tu nous dis très justement qu'effectivement, un employeur a pour but principal le profit. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et pas la formation du jeune en premier. Mais est-ce que c'est justement pas à ce niveau-là qu'il faudrait travailler, peut-être durcir un peu cette formation de 2 jours pour les futurs employeurs? Donc, ça, je te proposerai d'y réagir tout de suite, Benjamin ou Lola, et ensuite, vous ferez la lecture des autres questions. Ça va? Ouais. Ouais, je peux réagir sur ça, sur la question de l'encadrement, justement. C'est effectivement, c'est un des problèmes qu'on identifie. C'est que quand le jeune se retrouve en entreprise, s'il n'est pas assez encadré, souvent ça peut se passer assez mal. Par exemple, simplement, comme on est dans cette logique de rentabilité, si le jeune, prenons l'exemple de la coiffure, il sait faire les shampoings, on va le mettre pendant 2 ans à faire les shampoings parce que ça va faire gagner du temps à tout le reste de l'équipe. Et donc, tant mieux, ça fait gagner du temps et de l'argent à l'équipe. Mais bon, au niveau de l'apprentissage, du coup, le jeune, il n'apprend pas toutes les compétences, quoi. Ou alors, s'il fait un stage, dans un coiffeur pour hommes, il ne va pas apprendre à coiffer des coiffures féminines pendant le reste de son apprentissage. Et donc, effectivement, là, il y a quelque chose à faire, principalement au niveau de l'encadrement, au niveau des
de ce qu'on appelle les tuteurs. 2 jours, c'est vraiment pas beaucoup. Et en plus, ils peuvent avoir plusieurs apprenants. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est un seul tuteur, un seul apprenant, et effectivement une formation qui serait un peu plus poussée, mais aussi une revalorisation de ce statut de tuteur, qu'elle soit symbolique ou en termes de temps ou en termes de salaire. Mais il faut savoir que, à part dans le cas où c'est le patron qui est lui-même le tuteur, si c'est un autre de ses travailleurs, ce travailleur-là, on lui donne, en plus de sa charge de travail ordinaire, on lui donne le fait de devoir encadrer le jeune. Mais il doit, lui, rester tout aussi productif, et en plus, il est responsable de la productivité du jeune, et il n'a pas plus de temps ou plus d'argent pour le faire. Et donc, il y a souvent aussi des relations compliquées qui s'installent avec ça, des travailleurs qui sont parfois un peu saoulés simplement de devoir s'occuper du jeune, et en plus de devoir faire leur travail. Et puis, du coup, il y a des relations conflictuelles qui peuvent se créer à cause de ça. Et surtout, quand on attend du jeune une trop grande productivité, on a l'exemple, c'était dans un magasin de bricolage où un jeune, c'était des équipes de 4, et chaque apprenant comptait pour un temps plein. Et donc, c'était tout le temps, enfin, ils étaient tous tout le temps en retard au niveau de leur productivité, ça se passait toujours super mal. L'entreprise s'en est rendu compte et a fait passer les apprenants pour un demi-temps plein, enfin, en tout cas, ils ne devaient pas avoir la même productivité qu'un travailleur normal. Et à partir de ce moment-là, tout a été quand même beaucoup mieux entre la relation entre le jeune et les autres travailleurs et le jeune par rapport à son apprentissage. Donc, effectivement, il y a des pistes d'amélioration totalement au niveau de l'encadrement pédagogique qu'on pourrait, et qui ne seraient pas révolutionnaires à mettre en place, qui seraient très concrètes et qui pourraient améliorer l'encadrement des jeunes et donc, du coup, l'alternance en général. Ok, merci beaucoup Lola. Je vais maintenant vous faire la lecture des nouvelles questions ou réactions qu'on a eues. Toujours Barbara qui nous dit qu'il est nécessaire d'encourager et de soutenir les prises de parole des jeunes de ces filières. Ils n'en défendront que mieux leurs droits quand ils seront dans le monde du travail. Et elle continue en disant qu'il y a aussi un souci d'actualisation de l'équipement dans ces filières. Des jeunes futures mécaniciennes, par exemple, apprennent sur des machines dépassées. Cet enseignement doit être aussi mieux financé. Et une réaction de Cécile Goré qui dit qu'elle est tout à fait d'accord avec ton intervention d'avant, Benjamin, et qu'elle nous conseille l'ouvrage de Jean-Louis Siroux et Philippe Abeille, Le salut par l'alternance, dont on a parlé juste avant, qui traite tout particulièrement des points abordés par Benjamin. Donc, merci beaucoup, Cécile. J'avais comme objectif de pouvoir lire ce livre pour préparer cette animation, mais il m'est arrivé hier, donc je m'en ferai la lecture dans les prochains jours en tout cas. Et donc, voilà, je vais peut-être vous proposer de réagir aux 2 réactions de Barbara, en commençant par toi, Bruno. Oui, moi j'ai envie de réagir surtout à la partie de la prise de parole, parce qu'en fait, chez les ambassadeurs d'expression citoyenne, un des projets qu'on met en place très régulièrement, c'est le projet de cycle de joutes verbales entre écoles différentes. C'est quoi des joutes verbales? Ce sont des débats où on ne choisit pas sa position, hein, donc par exemple pour ou contre des syndicats d'élèves dans les écoles. Mais on va donner à une équipe le pour, à une autre le contre, et on va le tirer au sort. Donc on est vraiment à la fois dans un sujet qui a été choisi et dans une position qui n'est pas forcément la nôtre. Et donc, nous, on met en place des ateliers dans les écoles qui deviennent ensuite des journées de rencontres et puis on termine par des débats sur scène avec un jury. Et dans chacune des équipes, on va avoir des élèves de chaque école participante. Et donc, les écoles, ça peut être des écoles professionnelles, techniques, ça peut être des écoles générales, ça peut être des SAS externes, donc des structures qui accueillent des élèves en décrochage scolaire. On ne l'a encore jamais fait avec un CFA sur un cycle, mais on l'a déjà fait dans des ateliers. Ce qui est intéressant quand on fait ça, c'est qu'on se rend compte que, eh bien, à l'oral, tous les élèves sont défavorisés. Ça veut dire que même dans les écoles générales, en fait, on apprend peu l'oral. Depuis quelques années, il y a une sorte de mode à l'éloquence dans les écoles, ce qui fait que ça va un peu mieux. Mais globalement, nous, on fait ça depuis 15 ans. L'oralité, c'est quelque chose qui est peu travaillé à l'école. Et du coup, quand on travaille avec des élèves dits défavorisés, ben, ils ont souvent beaucoup plus de tchatch que d'élèves qui ont peut-être un plus gros vocabulaire et des meilleures capacités à l'écrit. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que ces élèves qui sont dans des structures très différentes ne se rencontrent pas dans la réalité. Et donc, permettre ces rencontres, c'est décloisonner les lieux d'enseignement, c'est aussi permettre de savoir qui est l'autre et comment il fonctionne, et permettre des chemins de fierté.
à travers ces cycles de joute verbale, on a des élèves de toutes les écoles, qu'elles soient qualifiantes ou pas, qui vont vraiment exploser, qui vont se rendre compte de leurs compétences, et puis en plus qui vont revenir vers l'écrit, parce que quand on prépare des arguments à l'oral, il y a toujours un moment où on se met à écrire, à réfléchir ensemble et à utiliser nos différences comme des forces. Et donc, quand on dit qu'il faut donner de la valeur à la prise de parole de ces élèves, lorsque Benjamin dit qu'il faut les aider, par exemple, à prendre la parole à travers une carte blanche ou dans les médias sur les conséquences actuelles de la crise sanitaire, moi, je signe des deux mains, parce que non seulement quand on le fait, on se rend compte qu'ils sont très bons, mais en plus parce que ce sont des chemins de confiance en soi, et parce que la parole, c'est véritablement quelque chose qui transcende toutes les classes sociales. Quel que soit le bar, quelle que soit la table où on discute, quel que soit le coin de trottoir où on discute, la parole, c'est ce qui nous réunit. Et même dans les milieux les plus défavorisés, on peut retrouver des qualités qui sont tout de suite accessibles pour faire vivre cette parole qui est finalement un outil citoyen. Ok, merci beaucoup. Peut-être Benjamin ou Lola pour continuer le propos de Bruno. Euh, Si je peux me permettre aussi sur la remarque de Barbara, je crois, au niveau de l'enseignement technique. C'est ça, Euh, l'enseignement technique le- alternance, le Au sous-financement, niveau du matériel. c'est ça. Mais ça me permet de rebondir sur une anecdote justement vécue. Tout d'abord, il faut savoir que les métiers qualifiants qui requièrent comment dire, une mise à jour presque constante du matériel, ça représente plus ou moins un quart des apprenants en CFA, dans ces filières-là. Et si on prend notamment le cas de l'automobile, c'est souvent tous les 5 ans, tous les 10 ans, ou plus tard, que les machines changent. Alors oui, soit on investit en effet de manière récurrente dans l'école, et je pense que c'est d'ailleurs la meilleure solution, parce que là je reviens sur une anecdote d'une discussion que j'avais eue, et où en fait on s'apercevait qu'au niveau du lobbying, au niveau de la mécanique, qui se plaignait le plus, c'était BMW. Et BMW se plaignait que les étudiants qu'on leur envoyait n'étaient pas capables de repérer une panne en un quart d'heure pour envoyer au siège en Allemagne pour la panne, etc. Et en clair, ils n'étaient pas assez productifs. Alors, si on en arrive à ce type de dérive, autant former aussi alors les professionnels vente aux techniques d'Amazon et ce genre de choses. Et là, je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit être extrêmement vigilant. En ce qui concerne la prise de parole, là, je rejoins tout à fait Bruno, vraiment. Ayant travaillé à la fois à Serge-Creuse, donc à Molenbeek, entre 2001 et 2006, et puis à Waterloo, je dirais que l'éloquence à Serge-Creuse, quand les élèves arrivaient à faire quelque chose, ça donnait parfois vraiment un niveau que je pense la majorité des gens pensaient, même de mes collègues, pensaient impossible au niveau de nos élèves. Il y a notamment eu, il y a quelques années, au niveau des élèves de Serge-Creuse, une pièce de théâtre qui a été jouée qui s'appelait Stump, et qui a été joué dans les centres culturels de Molenbeek, de Bruxelles, qui ont été soutenus par des gens comme Sam Touzani, tellement la qualité de l'écriture de texte et de la prise de parole était excellente. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est énormément de choses à dire. Lorsqu'on va notamment dans les CFA de la Louvière, qu'on rencontre les 7e chauffagistes, ils sont, par exemple, c'est une anecdote, mais ils sont révoltés, tout d'abord parce qu'ils sont très peu payés alors qu'ils font le travail quasiment des ouvriers, des autres ouvriers de la boîte, mais surtout ce qui les tue, c'est l'aberration du système. Il y en a un qui m'a dit, on n'a pas de toilettes dans l'école qui sont correctes. On a toutes les capacités pour le faire. Pour technique professionnelle, on pourrait le faire nous-mêmes sur nos heures de stage. Ça nous est refusé. Pourquoi? Parce que ça dépend du fond des bâtiments qui vient parler de normes à respecter, alors qu'ils peuvent faire ce travail chez des particuliers où les normes sont tout à fait admises. Et là, je crois que si on écoutait aussi un petit peu la parole de ces élèves, de pouvoir mettre, et ça rejoint ce que Bruno disait, les élèves qui réalisent des choses dans les écoles, parfois vraiment un niveau, imaginez un petit peu l'aura d'élèves qui vont défendre un dossier, et ça va être fait d'ailleurs avec mon collègue Christophe qui était à Louvière, on a pris des contacts fins, etc., etc. On va sans doute pouvoir débloquer la situation, permettre aux élèves de réparer propre sanitaire dans un prise de parole qui leur a permis de débloquer ça. Ils rongeaient leurs freins depuis des mois, parfois depuis des années, et en fait, parler, exprimer, ça leur a permis de se mettre directement en valeur. Voilà. Vraiment la qualité. Excusez-moi, je suis bavard, professeur de français de formation. Il n'y a pas de souci. Voilà, effectivement, tu as rebondi sur un point auquel j'ai souvent fait face. C'est mes amis qui me disaient, mais écoute, là, ça fait 3 ans, je vais donner l'exemple de mon frère qui a fait du chauffage.
Il dit, écoute, là, ça fait 3 ans. Et il me dit, là, je pense qu'il était payé au maximum 400 € parce que peut-être vous me donnerez plus de précision, mais je pense que s'il dépasse un certain plafond par an, les parents perdent les allocations familiales. Qui me dit, oui, écoute, moi, je gagne 450 € par mois, mais je travaille le même temps et je fournis, je rapporte la même chose à mon patron qu'un travailleur normal. Et effectivement, c'était voire le sujet de Revolut principal, c'est la masse de travail qu'ils savent produire et ce qu'ils peuvent rapporter au patron comparé à ce qu'ils gagnent, qui est en fait ridicule ce qu'ils gagnent. Donc, je vois qu'il est 21h20, qu'on s'approche tout doucement de l'heure fatidique de fin. Donc, je voulais, parce que j'ai pas d'autres réactions, peut-être vous demander à chacun, avant qu'on se quitte, de terminer avec une chose que vous avez envie de dire pour clôturer cette rencontre débat du jour. Bruno, Lola, Benjamin, comment est-ce qu'il veut? Moi, je vais réagir à la dernière intervention de Benjamin avec une anecdote que j'ai trouvée très parlante. C'est une école où les élèves avaient constaté que, en fait, il n'y avait pas d'endroit pour s'asseoir. Donc l'école, comment est-ce qu'elle fonctionnait sur le temps de midi? C'est qu'il y avait une sorte de couloir dans lequel certains des élèves pouvaient manger, mais c'était pendant 20 minutes. Et puis après ça, ces élèves étaient invités à aller dans la cour de récréation. Et dans la cour de récréation, il n'y avait pas de banc. Ce qui fait qu'en fait, rester à l'école le midi, c'était manger vite fait sur un coin de chaise dans un couloir, et puis rester debout dans la cour de récréation. À partir du moment où il y a eu un conseil d'école avec des représentants élèves dans cette école, les élèves ont tout de suite dit, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des bancs? Et on leur a dit, oui, il y en a déjà eu, mais ils ont été abîmés, et puis en plus, on n'a pas le budget. Seulement, ils ne se sont pas arrêtés là, on a discuté ensemble, et ils ont dit, mais nous, on est prêts à aider à les construire, on est prêts à prendre du temps. Ça a pris quand même 1 an ou 2 pour trouver un petit budget pour payer les matières premières, et puis on s'est retrouvés en dehors des cours le week-end, le mercredi après-midi, avec 20-30 élèves qui restaient pour construire les bancs. Chose qui n'est déjà pas évidente, parce qu'un certain nombre de profs, quand on fait travailler des élèves, même si c'est pour eux, ou un certain nombre de conseillers en prévention, etc., ça pose des questions de droit, tout simplement, ou de précaution. Toujours est-il que là, on l'a fait, et puis les bancs ont été construits, avec en plus une section qui avait étudié l'usage de la cour de récréation, où les mettre par rapport aux poubelles, etc. Donc c'était un projet très construit. Et il se fait que 2 ou 3 semaines après l'arrivée des bancs dans la cour de récréation, l'école a été vandalisée. Non pas par des élèves, mais par des personnes extérieures qui sont introduites dans l'école pendant le week-end et qui ont vandalisé une grosse partie des bâtiments. Le lundi matin, lorsque les élèves sont revenus à l'école, leur première question, c'était « est-ce qu'ils ont touché au banc ?» Et en fait, ils n'avaient pas touché au banc. Le fait que les vitres, etc., ça les avait touchés. D'ailleurs, c'était assez marquant et on en a discuté, mais les bancs, ça aurait été une catastrophe encore plus importante parce qu'ils les avaient construits. Et je pense que ça, c'est un des éléments qui sont assez importants pour qu'un jeune comprenne qu'on est dans une société qu'on peut transformer. Il faut qu'il comprenne qu'à l'échelle de l'école, il peut aussi mettre sa patte, il peut aussi s'impliquer et il peut réaliser quelque chose qui la transforme. Et l'exemple que donnait Benjamin par rapport à la plomberie, pour moi, est un exemple tragique parce que lorsque les qualités sont là, lorsque les élèves le savent, lorsqu'ils sont capables de les défendre, il faut qu'ils puissent ensuite continuer à agir et transformer cette école dans laquelle ils vivent. Si on a une logique de système qui les en empêche, c'est vraiment une tragédie. Ce que les élèves vont comprendre, c'est que ça ne sert à rien de s'impliquer. Si déjà à l'échelle de l'école, on ne pouvait pas changer les choses, comment est-ce qu'on pourra le faire dans la société? Et là, moi, je pense qu'il y a vraiment une leçon importante à avoir. Il faut penser les écoles comme des entités, des communautés à l'intérieur desquelles les élèves doivent pouvoir s'impliquer, ils doivent expérimenter la capacité à transformer les choses. S'ils ne le font pas, eh bien, c'est évident qu'amener les gens dans la rue, amener les gens à s'impliquer pour des transformations de société, mais ce sera rencontrer des gens qui n'y croient pas. Forcément, dans des organismes petits comme les écoles, on leur a déjà prouvé que ça ne servait à rien. C'est pour ça que je trouve que mettre en place des structures de représentation et de participation avec les élèves dans les écoles, et surtout que ces structures fassent des projets, c'est véritablement une urgence et c'est quelque chose de primordial. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup pour
ton intervention. Benjamin et Lola, la parole est à vous. Oui, moi, je voulais juste rajouter une dernière chose, alors si c'est pour conclure, c'est que depuis des années, on a trouvé une étude qui datait de 93 ou 94 qui parlait déjà du problème de l'alternance et qui voulait déjà faire de l'alternance une filière d'excellence et se servir du système d'alternance pour régler tous les problèmes de chômage. Donc, on se rend compte que ça n'a pas beaucoup changé, c'est exactement les mêmes objectifs et les mêmes termes qui se retrouvent dans les déclarations politiques régionales, la dernière, celle de l'année passée. Et du coup, je pense que il faut être quand même très attentif au fait que effectivement, il y a un taux d'insertion qui est élevé avec les jeunes qui sortent de l'alternance, mais que c'est pas la solution miracle à l'emploi et à l'emploi des jeunes. Et il faut être aussi particulièrement attentif au fait que dans cette déclaration de politique régionale, il y a souvent une frontière qui devient un peu floue entre les jeunes qui sont soumis à l'obligation scolaire, donc vraiment ceux qui sont dans l'enseignement obligatoire, et les demandeurs d'emploi qu'on veut aussi mettre dans des systèmes d'alternance, mais qui eux sont du coup des adultes dans un processus de formation, de réorientation. Et il faut faire très attention à ne pas mélanger les deux, parce qu'on ne peut pas attendre la même chose en fait d'adultes dans un processus de formation et de jeunes qui entre 15 et 18 ans qui sont encore dans leur parcours scolaire et pour qui on doit encore, l'obligation scolaire, elle est toujours là et on ne va pas juste en faire des travailleurs bon marché. Il faut aussi vraiment garder cet encadrement et cette volonté d'en faire des citoyens et de leur donner de la matière et des espaces d'expression comme tous les autres étudiants de leur âge. Voilà. Merci beaucoup, Lola. Benjamin, je te propose de terminer alors. D'accord. Donc, moi, je terminerai en disant, je reprendrai quelque chose que Bruno a dit, parce que je suis tout à fait d'accord avec lui. Au niveau du décloisonnement de l'école, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle doit s'ouvrir à la société. Mais qu'il ne faut pas confondre, parce que dans la rhétorique que l'on entend dans les médias et tout depuis plus de 30 ans, la société, c'est souvent égal la réalité des entreprises, et je dirais encore une certaine vision de l'entreprise. Comme le dit Lola, il faut être très prudent, il faut maintenir des garde-fous, protéger l'école de certaines influences extérieures, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que, je vais terminer par ça, donc l'Allemagne qui est prônée comme un grand modèle d'alternance, vu que 2/3 des élèves y passent, c'est aussi maintenant une sous-catégorie de travailleurs. Ça cache l'explosion des travailleurs pauvres et ce genre de choses. On met en fait en concurrence maintenant stagiaires, jobistes étudiants, travailleurs, contrats, etc. Donc, bien sûr qu'il faut ouvrir l'école à la société, mais la société, ce n'est pas que l'entreprise. Et j'aimerais, moi, voir disparaître des programmes de l'enseignement technique, des exigences du type si on aborde quelque chose de littéraire ou quoi que ce soit, il faut qu'il y ait un lien avec le métier qui est appris. Ben non. Je pense qu'un élève de CFA a autant le droit d'avoir accès à la culture, d'avoir accès à des choses qui sont jugées comme non productives que n'importe quel enseignant, comme n'importe quel étudiant du général. Merci beaucoup, Benjamin. Et donc, avant de clôturer, j'aimerais vous remercier tous les trois pour vos interventions. On a passé 1h30 qui était très chouette. Peut-être rappeler à tout le monde que jeudi prochain, on a un nouveau rendez-vous pour une nouvelle rencontre débat sur les masques, sur la création des masques, le rôle qui aura été attribué aux femmes, la gratuité, le lien avec le CARE. Donc ce débat qui fait suite à la parution d'un article dans notre magazine Agir par la culture. Et donc ça, c'est jeudi prochain, jeudi 11, toujours à la même heure, donc à partir de 20h en live sur nos pages Facebook. Un grand merci à vous trois. Je vous souhaite une bonne soirée et à toutes les personnes qui nous ont regardé, une bonne soirée également. À la prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci. Salut.